suite à votre demande, il y en a plusieurs parmi vous qui m'ont contacté pour travailler la session normale 2015, sciences mathématiques. Donc, je suis à votre disposition. On va le faire. On va commencer par la partie chimie. Cette partie qui est divisée en deux sous-parties. La partie 1 porte sur le dosage acido-basique et les esters. Les esters, on ne va pas les faire car ils ne sont pas inclus dans l'examen de cette année. L'autre partie, je pense, porte sur les piles. Oui, piles nickel, cobalt. Donc, pour les élèves de sciences physiques SVT, ne vous inquiétez pas, je vais, Inch'Allah, travailler avec vous, vous aussi, mais je vous invite sincèrement de profiter de cette épreuve. Elle est très intéressante. Elle est très intéressante, je le répète, elle est très intéressante, elle est très importante pour vous aussi. Elle n'est pas très difficile, vous allez voir, elle contient des choses que vous pouvez comprendre facilement. Donc, on va commencer à la barakatillah. Donc, la première partie parle de l'acide éthanoïque, le dosage de l'acide éthanoïque. Donc, vous pouvez trouver la série ou bien l'épreuve sur Internet, ou bien je vais laisser le lien de téléchargement sur la description. Alors, on va commencer. Donc, écrire l'équation chimique, modélisons la réaction du dosage. On veut doser l'acide éthanoïque par NaOH. Donc, A1, donc l'acide éthanoïque, donc CH3, COH, AQ, plus HO- provenant de l'acide qui donne CH3, COO de la base lui AQ plus H2O liquide. Donc la deuxième question, à partir des mesures obtenues, on a tracé la courbe. Donc vous avez la courbe du dosage, elle est de 7. Donc ici c'est le B, ici c'est le H. Oui, la courbe elle est de 7. Donc c'est la courbe qu'on vous donne ici, c'est C1, c'est la courbe C1. Et on vous a donné une autre courbe de la dérivée. Voilà, c'est comme ça. Voilà, comme ça. Et c'est la courbe C2 de dPH sur D2. Alors, c'est une propriété mathématique que vous utilisez souvent en mathématiques dans l'étude des fonctions. Vous savez que lorsque la courbe change de concavité, par exemple ici, on a la courbe change de concavité en ce point-là, il change de concavité, donc il est convexe puis concave ici. Donc, lorsque la courbe change de concavité, alors la dérivée prend un pic, c'est-à-dire elle change de signe. Elle change de signe. Donc, elle prend un pic, un maximum. Elle prend un pic ici. Donc, à partir de cette courbe de dPH sur dBp, on peut déterminer le point d'équivalence. Le point d'équivalence, donc, grâce aux droites, voilà, comme ça. Et on trace, voilà, l'orthogonale sur ces deux droites. Et le milieu nous donne le point d'équivalence. Donc, ici, on trouve 20 millilitres. Comme vous le savez, et PHE, donc VBE, est égal à 20 millilitres. Donc, deuxième
deuxièmement, donc vous pouvez justifier d'après, ici d'après, la courbe des pH sur dV. Donc 1, 2, 2, trouvez la valeur. Trouvez la valeur de la masse M nécessaire à la préparation de la solution SA. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pour préparer la solution SA, SA d'acide, la solution SA d'acide? Donc, voilà, on a pris une masse M d'acide éthanoïque qu'on a dissous dans un litre d'eau. Donc, on a simplement dosé un volume VA qui est égal à 20 ml. Donc, on peut tirer la concentration de l'acide ou bien de la solution SA. Donc, ici, à l'équivalence, on a CAVA qui est égal à CB fois VBE. Donc, on tire CA, la concentration donc est égale à CB fois VBE sur VA. Donc, on peut tirer CA. Donc, CA est égal à CB, C2, 10 moins 2, fois VBE, c'est 20 sur 20. J'ai pas utilisé, j'ai laissé les unités en millilitres, millilitres K, on a un rapport sans unité. Donc, CA est égal à 2, 10 moins 2 mol par litre. Donc, on a déterminé la concentration de la solution SA. Mais la masse M, on l'a diluée dans un volume V et non pas dans VA. VA sert de dosage seulement. On a pris ce VA du volume V. Donc, CA à quoi est égal CA? CA est égal à si NA. NA, la masse, ou bien la quantité, ou le nombre de moles, d'acide dissous dans le volume V, dans V. Donc, V est égal à 1 litre. Donc, Na à quoi est égal à Na? Qui est égal à M sur M, qui est égal à quoi? On a dit que la concentration de la solution est égale à Ca fois quoi? Fois V. Alors, c'est Ca fois V, attention, Ca fois Va, c'est la quantité d'acide contenue dans Va. Mais nous, on a dit dissous la masse M, on l'a dissous dans le volume V. Donc, à quoi est égal M? Qui est égal à Ca fois V fois grand M. Donc, M est égal à 2, 10 moins 2, fois V qui est égal à 1 litre, fois 60. Donc, on trouve M est égal à, donc 2 fois 6, c'est 12. 12, 10 moins 2, c'est 1,2. 1,2. 60. Donc, c'est 60, c'est 120. 1,2 grammes. Donc, 2 fois 60, c'est 120. 120. 10 moins 2, c'est 1,2 grammes. Oui. La troisième, ou bien la quatrième question, c'est une question qui est très importante. C'est une question, attention, très importante. Donc, un cas. Montrer, ou bien établir pour le volume VB, vers C, avant l'équivalence. Avant l'équivalence, c'est-à-dire avant d'atteindre l'équivalence. Voilà. Avant l'équivalence. Un volume V. Voilà, si l'équivalence VBE ici,
donc un volume VB avant l'équivalence. Donc ici c'est PHE, pH à l'équivalence. Ici c'est pH avant l'équivalence. Donc on vous demande de montrer l'expression VB fois 10 à la puissance moins pH qui est égal à Ka facteur de VBE moins VB. Donc pour cela, on va utiliser, l'expression de Ka. Donc Ka, quoi est égal à Ka? Ka, elle est égale à quoi? Qui est égale à CH3CO moins fois H3O plus, toujours, sur CH3 CO H. On va servir du tableau d'avancement, donc CH3 CO H plus H en moins AQ, qui donne CH3 COO moins AQ plus H12. Donc T, 0 et T. Donc ici, on a CA fois VA. Ici, on a CB fois VBE pour arriver à l'équivalence. Ici, c'est 0. Ici, on X. Donc ici, c'est CA fois VA moins X. Ici, c'est CB fois VBE moins X. Ici, vous avez X. Attention, il faut faire attention ici. Avant l'équivalence, c'est H en moins qui est limitant. C'est H en moins qui est limitant. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore arrivé à l'équivalence. Il nous reste assez de quantité d'acide qui n'est pas encore réagi. Qu'est-ce que ça veut dire l'équivalence? L'équivalence, c'est lorsqu'on a versé une quantité de base capable de neutraliser tous les ions d'acide ou toutes les molécules d'acide présents. Donc, on n'est pas encore arrivé à l'équivalence. On a assez d'acide. Donc, c'est H en moins qui est limitant. C'est la base qui est limitant. Toujours avant l'équivalence, c'est H en moins qui est limitant. Après l'équivalence, c'est l'acide qui est limitant. Donc ici, on peut dire avant l'équivalence, c'est CB fois VB tout simplement. C'est CB fois VB. On n'a pas encore arrivé à l'équivalence. C'est CB fois VB. Donc, puisque H en moins qui est équivalence, donc X à quoi est égal? C'est égal à CB fois VB. Tout simplement. Donc, on peut remplacer donc Ka est égal à quoi? Donc c'est X, donc c'est CB, donc qui est égal à CB, donc X. Une autre chose très importante, c'est que la concentration est H, CH3, c'est au moins, à quoi est égal? C'est X sur le volume total. Sur le volume total. Donc, CH3, le volume ici, le volume total c'est quoi? C'est VA plus VB qui est égal à X sur VA plus VB. On a versé le volume VB. Donc,
le volume total de la solution, c'est VA plus VB. On avait un volume VA et on a ajouté un volume VB. Donc, la concentration des espèces, c'est le nombre de moles sur le volume total. Donc, CH3, c'est au moins à quoi est égal? C'est CB fois VB sur quoi? Sur VA plus VB. Aussi, CH3, COOH, à quoi est égal? Qui est égal à quoi? On a dit que c'est CaVA moins X. X, donc c'est Ca fois VA moins X sur VA plus VB. Qui est égal à Ca fois VA moins CB fois VB sur VA plus VB. Or, CA fois VA est égal à CB fois VBE. Toujours, il est vrai, cette égalité est toujours vraie, mais elle représente l'équivalence, même si on n'a pas encore abouti à l'équivalence. La relation d'équivalence reste toujours vraie. Donc, CA fois VA est égal à CB fois VBE. Je vais effacer ici. Donc, KA, à quoi est égal? KA, elle est égale à CB fois VB sur VA plus VB fois H3O plus sur quoi? Sur CA fois VA moins CP ou bien CB VBE moins CB VB sur VA plus VB. Donc KA, à quoi est égal? On va simplifier par VA plus VB. Donc il est égal à CB fois VB sur CB VBE moins CB VB fois H3 plus. On va simplifier par CB, c'est VB sur VBE moins VB fois H3 plus. D'où on peut tirer que VB fois 10 à la puissance moins pH qui est égal à KA facteur de VBE moins VB. Attention, vous pouvez démontrer la même relation, mais après l'équivalence. Vous allez trouver une autre formule capable de déterminer KA ou bien le pH à partir de la courbe. Attention, je vous invite à le faire. Donc la dernière question dans cette partie, on déduire la valeur de KA. Valeur de KA. Donc, on peut prendre n'importe quel point à partir de la courbe et déterminer le pH. Et on en déduit KA. On prend par exemple VB est égal à, par exemple, vous prenez 10 millilitres qui est égal à VBE sur 2. Qui est égal à VBE sur 2. Donc, on trouve quoi? On trouve 10 fois 10 à la puissance moins pH qui est égal à KA facteur de 20 moins 10. Donc c'est 10, 20 moins 10, 10, donc il nous reste 10 à la puissance moins pH qui est égal à KA. Donc pour VB est égal à 10 millilitres, on a pH
sensiblement égal, on va trouver pour 10. Le pH est à peu près 4,75, 4,78, 4,78, à peu près. Donc, on trouve. Donc ici, on pénètre le log décimal. Donc le pH, donc le Ka, oui, log. Donc on entre dans le pH est égal à pKa. Égal à 4,78 à peu près. Donc, on a fini avec la partie 1. On passe à la deuxième partie de chimie qui porte sur les piles. Donc, on vous donne ici l'étude d'une pile nickel cobalt. Donc, on vous donne ici la réaction qui se produit, soit dans le sens 1, soit dans le sens 2, on ne sait pas. On ne donne aucune indication, sauf qu'à la constante d'équilibre liée à cette réaction. Donc, on vous demande de choisir parmi 4 propositions la réponse juste. A, le sens d'évolution spontanée du système chimique constituant la pile, et le sens 2 de l'équation de la réaction. C'est-à-dire le sens spontané du système chimique et le sens 2. D'abord, cette proposition est fausse. Pourquoi? A est fausse, car QRI à quoi est égal? Est égal à la concentration de CO de plus initiale sur la concentration de Ni de plus initiale, qui est égal à quoi? Qui est égal à C2 sur C1. C2, donc on nous a donné ici C2. C2 qui est égal à 0,3 mol par litre, et C1 est égal à 3, 10 moins 2 mol par litre. 3, 10 moins 2. Donc il est égal à quoi? C2. Donc c'est 0,3 sur 3, 10 moins 2. Donc QRI est égal à 10, inférieur à K. Ce qui implique que le système évoluera dans le sens 1, le sens direct, c'est-à-dire sens 1. Donc on sait bien maintenant que la proposition A est fausse. Et du coup, on va démontrer pourquoi elle est fausse, et on va utiliser cette information pour répondre à la question. Donc la deuxième proposition, l'électrode de cobalt et la cathode. L'électrode de cobalt et la cathode. C'est faux. À la cathode,
la réduction. Donc, puisque le système évolue dans le sens 1, le cobalt va s'oxyder. Et du coup, l'oxydation est liée à l'anode. À la cathode se produit la réduction. Et CO va s'oxyder. Selon la proposition, la proposition 1. La proposition A. Donc, c'est faux. C. Les électrons circulent à travers le pont salin pour maintenir l'électroneutralité des solutions. Non, c'est faux, car ce sont les ions du pont salin qui assurent la transmission de l'électricité. C'est à cause des ions et non pas des électrons. Donc les électrons circulent à l'extérieur de ces fausses, car les électrons circulent à l'extérieur de la pile quand le circuit est fermé. D. Le sens du courant électrique à l'extérieur de la pile et de l'électrode du nickel vers l'électrode de cobalt. D. C'est vrai. Vrai, car au niveau, car les ions Ni de plus vont se réduire pour donner Ni. Donc réduction implique cathode. Cathode implique pôle plus, si on veut. Pôle plus. Donc c'est vrai. Donc la dernière, elle est fausse. L'oxydation se produit à la cathode. Non, toujours. La cathode est liée à la réduction et non pas à l'oxydation. Deuxièmement, trouver en fonction de K, F, C1, C2, V et I l'expression de la date TE à laquelle l'équilibre du système chimique est atteint. Donc on sait maintenant que le système évolue dans le sens 1, plus CO solide, qui donne Ni solide plus CO de plus aqueux. Donc un tableau donc à T final. Donc ici on a C1 fois V. Ici on a N du cobalt, N0 du cobalt. Ici on a N0 de Ni. Ici on a C2 fois V. Donc C1 fois V moins X. C'est donc N0 du cobalt moins X. N0 de Ni plus X. Ici, C2 V plus X. Donc, le nombre de moles des électrons, N des électrons, ici c'est 0, ici c'est 2X. Donc, R ou bien K, à quoi est égal à K? K est égal à quoi? Est égal à C2, V c'est la concentration, donc on va diviser par V, ici on va diviser par V, donc V va, donc c'est C2 fois V plus X sur V sur C2, C1 fois V
moins x sur v qui est égal à C2 fois v plus x sur C1 fois v moins x. On sait que x, le nombre des électrons, elle est égale à 2x qui est égal à i delta t sur f qui est égal à i fois t à l'équilibre moins t0 sur f. Or, t0 est égal à 0, ce qui implique que x fois t est égal à i fois t équilibre sur 2. Donc on peut remplacer. Donc K est égal à quoi? Est égal à C2 fois V plus I fois T équilibre sur 2F sur C1 fois V moins I fois T équilibre sur 2F. On peut tirer notre T, donc C2 fois V plus I T équilibre sur 2F est égal à K facteur de C1 fois V moins I T équilibre sur 2F. Donc c'est I sur fois T équilibre sur 2F facteur de quoi? De 1 plus K, 1 plus K, qui est égal à C2, qui est égal à quoi? Oui, sur 2F, qui est égal à K, fois C1 fois V, moins C2 fois V. Donc TE, T équilibre, est égal à K, donc c'est 2F fois V, facteur de C1 moins C2 de KC1 moins C2 sur I facteur de 1 plus K. Donc, c'est, je pense, vous refaites les calculs. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, tout calcul, application numérique, TE est égal à 2 fois 9,65 10 à la puissance 4 fois 0,1 facteur de 100 C1 7 fois 10 moins 2 moins 0,3 sur 0,1 facteur de 1 plus. Donc le calcul fait, je pense, on trouve 5,16 10 à la puissance 3 secondes. C'est le calcul que j'ai trouvé. Donc on passe à la question, la dernière question. On passe à la dernière question. La dernière question, c'est la question 3. Donc, on vous demande de calculer delta M, la masse de l'électrode de nickel entre les instants 0 et T équilibre. Donc, delta M de Ni, on sait que Ni se produit, donc delta M est égal à delta N de Ni. Donc, elle est positive, car Ni se compose, se produit.
le critère qu'on a vu. Donc, le système évolue dans le sens 1. Donc, la masse de l'électrode de nickel va augmenter à cause de la déposition de nickel sur cette électrode. Donc, delta M de Ni est égal à delta M de Ni fois M de Ni, tout simplement. Donc, delta M de Ni est égal à, normalement, c'est X. X fois M de Ni. La quantité de matière de Ni qui se produit qui se décompose sur l'électrode de nickel, c'est X. D'après ce qu'on a vu dans le tableau d'avancement. Donc c'est facile. Donc delta M de Ni est égal à I fois T équilibre sur 2F fois M de Ni. Application numérique de Ni qui est égal à I, donc c'est 0,1 fois 5,16 10 à la puissance 3 sur 2 ou 9,65, je pense, 65 à la chef, 9,65 10 à la puissance 4 pour M de Ni. M de Ni, je ne sais pas, M de Ni c'est 50, je pense. C'est 58,7. Donc delta M de Ni sensiblement égal à 157. Donc c'est 0,157 grammes. Donc c'est la fin de cette partie chimie. On passera à la partie physique. On passe à la partie nucléaire. J'ai recopié les énoncés qu'on va utiliser pour cet exercice. Alors on vous donne quelques données et un tableau qui contient trois transformations nucléaires. On vous demande dans la première question d'identifier parmi ces équations celles correspondant à la réaction de fusion. Donc la réaction de fusion est caractérisée par l'accouplement de deux ou plusieurs noyaux pour former un noyau lourd. Donc plusieurs noyaux légers se couplent pour former un noyau lourd. Donc c'est ça, oui, et suivi par un dégagement d'énergie. Donc dans ce cas, c'est le cas A qui est deux noyaux de tritium et de tritium de H2O et H3. Ce sont deux noyaux légers qui se couplent entre eux pour former un noyau lourd. C'est pas comme B, c'est une désintégration bêta moins spontanée. Donc c'est une réaction, c'est une transformation, bien c'est une désintégration alpha. Et c'est une réaction de fission. Sur réaction de fission. La fission est caractérisée par la fission d'un noyau en deux noyaux. Donc ici, le noyau d'uranium se fissure en deux noyaux SR et de xène. Donc notre réponse, la fusion, c'est A. Donc la réaction de fusion est A. 1, 2, donc c'est 1, 1, 1, 2. En utilisant le diagramme d'énergie, celui-là c'est le diagramme, calcule l'énergie de liaison par nucléon du noyau U
U35, U235, 92. Donc on calcule d'abord l'énergie de liaison de U235, 92. À quoi est égal? Donc l'énergie de liaison, c'est l'énergie, c'est de liaison du noyau, c'est le défaut de masse, fois C au carré. Donc c'est la masse des nucléons moins la masse du noyau. C'est la masse des nucléons moins la masse du noyau. Donc c'est 2,21 625 moins 2,1 9 8 35. Le tout fois 10 à la puissance 5. Donc E de liaison, donc 235 92 est égal. Donc c'est l'énergie de liaison par nucléon, je ne sais pas combien. Donc E de liaison par nucléon par nucléon est donc c'est E de U 235 92 est égal à EL sur de U 235 92 sur A. Donc on trouve donc l'énergie de liaison, c'est celle-là. Donc par nucléon est égal à quoi? C'est 2,21 625 moins 2,19 835 10 à la puissance 5 sur 235. Donc on trouve le calcul que j'ai fait, ça donne 7,91 mètres par nucléaire. Par un seul nucléaire. 7,92 mètres par nucléaire. La deuxième question. 1, 2, 2. L'énergie delta E0 produite par la réaction D. L'énergie produite par cette réaction D. Oui. Donc delta E0 est égal à quoi? Qui est égal, normalement, c'est l'énergie qui est produite moins l'énergie réactive, mais en valeur absolue. C'est 2,19 8 35 moins 2,19 6 55 le tout fois 10 à la puissance 5. Donc je ne sais pas c'est combien. 680, je pense, vous refaites les calculs. 680 mètres. Je pense que vous refaites les calculs, s'il vous plaît. Donc, la deuxième, ou bien la troisième question. Il se produit dans le soleil une réaction, une énergie produite par cette transformation. Oui. Dans le soleil, donc, on a une réaction, voilà. Donc c'est 2. On a une réaction H1,1 qui se produit dans le soleil, qui est égal à, qui donne HE,
4, 2, plus 2, 2, 0, moins 1. Donc cette réaction se produit dans le Soleil. On nous demande de calculer en joules l'énergie delta E produite par cette transformation. Donc delta E, en valeur absolue, est égal à M de HE plus 2M donc en valeur absolue, donc c'est la valeur absolue de 4M de H11 plus M de HE, donc moins 2M de 0 moins 1, le tout, donc c'est comme ça, le tout fois c'est au carré. Donc on remplace delta E, quoi est égal delta E relative à cette réaction. Donc c'est 4 M de H11, M de H11 c'est 1,00000728 moins 4,00151 moins 2 fois 5,48 5, 7, 9, 10 à la puissance moins 5. Donc on trouve ce calcul en mètres. On nous demande de calculer cette énergie en joules. Donc il faut convertir le mètre en joules. Donc on doit multiplier par 1,6022 ou bien en mètres. Donc en mètres, on doit premièrement multiplier par c carré. Donc c'est 931,494 fois. Donc ça, on trouve cette. Donc c'est en U. Les masses sont données en U. Pour les convertir en énergie en mètres, donc on doit multiplier par 931. Et pour les convertir en joules, on doit multiplier par 1,60 fois 1,6022 10 moins 13. Donc delta E est égal à quoi? Tout calcul fait, j'ai trouvé 4, 10 moins 12 joules. Donc c'est 4, 10 moins 12 joules. Donc je vais passer le tableau pour continuer. Donc la dernière question qui est un peu délicate sur un point. Donc on vous demande de trouver en année la durée nécessaire à la consommation de tout l'hydrogène présent dans le Soleil, sachant que l'énergie libérée chaque année par le Soleil, selon cette transformation, voilà, et ES par an est égal à 10 à la puissance 34 jours. Donc, c'est pas très difficile, mais c'est une question un peu... il faut être un peu sûr de ce que vous faites. Donc, pour moi, cette énergie delta E est produite par la fusion de 4 hydrogènes. Donc 4 H11, donc c'est une règle de 3 tout simplement, donne delta E. Donne delta E. Et on nous a dit que l'hydrogène présent
présent dans le Soleil présente 10% de, donc 10% de la masse du Soleil, de MS, donne E total, donne une énergie E total. Donc qu'est-ce que j'ai fait ici? Pour 4 noyaux d'hydrogène donne l'énergie delta E. On nous a dit que l'hydrogène présent dans le Soleil présente 10% de la masse du Soleil. Donc H11, voilà. Donc la masse de H11 est égale à 0,1 fois la masse du Soleil. Donc 10% est égal à 10% de la masse du Soleil. C'est-à-dire 0,1 ms. 0,1 ms d'hydrogène présent dans le Soleil donne une énergie E totale. 4 noyaux d'hydrogène produisent delta E. Et l'hydrogène présent dans le Soleil donne une énergie totale E totale. Donc l'hydrogène présent dans le Soleil ne présente que 0,1 de la masse du Soleil. Donc 4 masses d'hydrogène, donc 4 MHH, donc 4 MH11 donne une énergie 0,1 fois ms. Donc on parle de termes de masse, donc 4 noyaux d'hydrogène de masse MH11 donne delta E. Et l'hydrogène présent dans le Soleil présente 0,1 Soleil donne delta E. On trouve le total. À quoi est égal au total? Donc elle est égale à 0,1. Donc 0,1 fois ms sur 4 sur MH11. Voilà. Donc voilà, on a trouvé le total. Donc c'est l'énergie totale donnée par produite par l'hydrogène présent dans le Soleil. Maintenant, delta T, c'est quoi? Delta T, on me demande le temps, sachant que l'énergie libérée chaque année par le Soleil selon cette transformation est donc delta T à quoi est égal? Pendant une année, فيها ES. Donc delta T فيها le total. Delta T فيها le total. Donc qu'est-ce qu'on va trouver? Donc delta T à quoi est égal? Est égal à E total sur ES en année. Donc delta T à quoi est égal? E total c'est quoi? On a dit que c'est 0,1 sur 4 fois ms sur m de H1 fois donc sur ES. Oui, sur ES. Sur ES. Donc delta T est égal à 0,1 fois ms, c'est 2, 10 à la puissance 30 sur 4 fois MH11. MH11 c'est 1,00728 U. Il faut la convertir en kilogrammes, donc fois 1,660 54 10 moins 27. Oui. Sur ES, c'est 10 à la puissance 34. Donc delta T, on trouve delta T. Je vais faire le calcul. Et je reviens. Alors, le calcul que j'ai trouvé, c'est à peu près fois 10 à la puissance 21 années.
Donc c'est 3, 10 à la puissance 21 années. C'est la durée du rayonnement du Soleil. Selon ça, ce sont des chiffres, je ne sais pas, c'est ce qu'il faut.